Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Et si nous parlions d'abord de ce Big Bang politique auquel j'aspire. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. La gauche caviar découvre la tête de veau. C'est pas simplement en allant au salon, en déambulant pour regarder, en tapant sur le cul des vaches, qu'on défend l'agriculture. Je reste droit dans mes bottes et je ferai mon travail. Que tous les coquins soient démasqués, jugés, condamnés et vidés. Quand le moment est venu, l'heure est arrivée. Parce que qui a contribué à faire croire aux Français que l'intégralité des hommes politiques était malhonnête? C'est vous. Et c'est vous. Parce que... Mais oui, bien sûr, votre parti. Mais qui allait celle-là? Lui, c'est lui, et moi, c'est moi. Et bonjour à tous. Alors on va se retrouver aujourd'hui pour parler de la crise systémique du capital. Et on va voir ce que l'intelligence artificielle va pouvoir me dire sur ça et voir si j'ai un point de vue relativement cohérent sur ce sujet-là. Parce qu'il y a une critique marxiste bien répandue qui dit que le problème du capitalisme, c'est cette crise systémique inclue dans le capitalisme, en fait, et qui est un problème d'après le communiste pour une stabilité, et on va voir pourquoi je ne pense pas que ce soit un vrai problème en réalité. Et bonjour intelligence artificielle. Alors j'aimerais savoir si la crise systémique du capital dénoncée par le marxisme est un vrai problème en réalité, ou est-ce juste un phénomène d'adaptabilité dans une logique évolutionniste à la Darwin, où le plus fort doit survivre, donc celui qui s'adapte le mieux au marché doit survivre, et en réalité le capitalisme ne serait un miroir de la nature environnementale et naturelle de notre planète. Seulement, c'est une anthropisation par l'économie, mais c'est une expression naturelle d'un système naturel en réalité. Bonjour et bienvenue dans notre exploration philosophique. La question que vous posez est profonde et touche à des débats centraux en économie politique et en philosophie. D'un côté, le marxisme perçoit la crise systémique du capital comme une conséquence inévitable de la dynamique interne du capitalisme. Selon cette perspective, les crises ne sont pas simplement des phénomènes d'adaptabilité, mais des manifestations de contradictions fondamentales au sein du système capitaliste, telles que la suraccumulation de capital et la tendance à la baisse du taux de profit. Ces contradictions mènent à des cycles récurrents de crise et de récession, qui sont considérés comme des problèmes structurels inhérents au capitalisme. D'autre part, l'interprétation évolutionniste inspirée par Darwin suggère que les systèmes économiques, comme les systèmes biologiques, évoluent par sélection naturelle. Dans ce cadre, les entités économiques, entreprises, individus, qui s'adaptent le mieux aux conditions du marché survivent et prospèrent, tandis que les autres disparaissent. Cette vision peut être vue comme une justification du capitalisme, où la concurrence et l'adaptabilité sont des forces naturelles qui favorisent l'innovation et l'efficacité. Quant à l'idée que le capitalisme est un miroir de la nature, elle soulève des questions intéressantes sur la relation entre les systèmes économiques et les systèmes naturels. Certains soutiennent que le capitalisme reflète les processus naturels de compétition et de survie, tandis que d'autres critiquent cette analogie, arguant que le capitalisme est une construction humaine avec des impacts sociaux et environnementaux spécifiques qui ne sont pas nécessairement alignés avec les principes de l'équilibre naturel. En tant que podcasteur philosophique, je vous invite à réfléchir sur ces perspectives. Pensez-vous que les crises économiques sont des symptômes d'un système défectueux ou des étapes naturelles d'un processus évolutif? Et comment voyez-vous le rôle de l'homme dans la modulation de ces forces économiques et naturelles? La discussion est ouverte. Il se trouve que dans la nature a tendance à toujours tendre à l'équilibre, quitte à faire des massacres comme aucun humain ne peut les réaliser. Et donc, je pense qu'en réalité, le capitalisme n'est qu'une expression de la nature. Et de toute façon, l'homme ne peut s'extraire de la nature, donc tout ce qu'il va faire est une expression de la nature. Et donc, je pense que c'est une tendance à l'équilibre, en fait. Sauf que si on fait de la microéconomie, c'est dramatique pour les petites entreprises qui vont faire faillite. Si on regarde d'un point de vue macro, les petites faillites qui servent à préserver tout le système sont une nécessité. Alors, le point de vue marxiste, et qui est un point de vue, entre guillemets, d'ouvrier, quand son entreprise ferme, c'est un drame absolu parce qu'il perd sa calorie, sa ressource de calories. Mais d'un point de vue systémique, en fait, le capitalisme est un système infaillible, en fait. Et ce qui importe, c'est le système, c'est pas l'individu dans le système.
que par exemple, le réchauffement climatique fasse perdre à la planète 80% de la population humaine, en soi, c'est pas grave. Du moment qu'il reste la population humaine, donc l'espèce, c'est pas très grave, en fait. Donc, il y a cette notion de, à la fois système ou espèce qui prédomine sur l'individu, en fait, donc, ou sur l'entreprise, la petite entreprise. Votre analyse soulève un point de vue fascinant sur la nature du capitalisme et sa relation avec les lois de la nature. Vous semblez suggérer que le capitalisme, en tant que système économique, est une extension de la tendance naturelle à l'équilibre, malgré les perturbations et les destructions qui peuvent survenir en cours de route. La notion que le capitalisme est une expression de la nature et que l'homme, en tant que partie intégrante de cette nature, ne peut que manifester ses principes dans ses activités économiques est une perspective qui mérite réflexion. Elle implique que les actions humaines, y compris les systèmes économiques qu'ils créent et maintiennent, sont intrinsèquement liées au processus naturel. Cependant, cette idée peut être contestée en considérant que les systèmes économiques sont des constructions sociales avec des règles et des normes définies par les humains qui peuvent ou non refléter les principes de l'équilibre naturel. Par exemple, les critiques du capitalisme pourraient argumenter que le système favorise l'accumulation de richesses et le pouvoir pour quelques-uns au détriment de la majorité, ce qui pourrait être vu comme un déséquilibre plutôt qu'une tendance à l'équilibre. En ce qui concerne votre point sur la microéconomie et les faillites des petites entreprises, il est vrai que du point de vue macroéconomique, certaines faillites peuvent être considérées comme nécessaires pour la santé globale du système. Alors, je suis entièrement d'accord sur le fait que l'accumulation de capital peut être un vrai problème. Dans un premier temps, le capitalisme a eu une parade, enfin le libéralisme a eu une première parade qui était l'interdiction des monopoles en réalité. Et l'État est intervenu avec le Standard Oil pour faire plusieurs sociétés pour casser un monopole. Le problème, c'est que, étant donné que le marché est adaptatif, donc les oligopoles maintenant qui sont en place, avec les GAFA et ces entreprises-là, se répartissent le marché en multinationales et ils ne font plus des monopoles en fait. Par exemple, Google se place dans la publicité. Dans la publicité, je crois qu'ils représentent 30% du marché publicitaire mondial et donc ils ne sont pas en monopole. Si on le mettait en moteur de recherche, il aurait le monopole en réalité. Donc ils savent se placer pour ne plus être affiliés au monopole et donc à ne plus être assujettis à casser ce monopole-là. Parce que le Standard Oil a donné une leçon au marché dans le capital. Donc il se trouve que je pense que autant les monopoles que les oligopoles doivent être cassés par le libéralisme. Le capitalisme n'est pas un système parfait, mais le capitalisme régulé par un libéralisme, donc par un État, on s'approche d'un système parfait. Et parfait ne veut pas dire sans crise, ou parfait ne veut pas dire sans risque en fait. Au contraire, un marché sain est un marché où il y a du risque et un marché où il y a de la crise en fait. C'est ce qui régule le marché en réalité. Votre perspective sur la régulation du capitalisme par l'État est très pertinente. En effet, l'histoire économique montre que les interventions de l'État ont souvent été nécessaires pour corriger les déséquilibres et les dérives du marché, comme dans le cas de la dissolution de Standard Oil pour contrer le monopole. Les oligopoles, comme vous l'avez mentionné, représentent une forme de concentration du marché où quelques entreprises dominent un secteur, ce qui peut limiter la concurrence et l'innovation. Cependant, ils peuvent aussi apporter des avantages, comme des économies d'échelle et des investissements en recherche et développement qui bénéficient aux consommateurs. La régulation par l'État, en imposant des lois antitrust et en favorisant une concurrence saine, peut aider à prévenir les abus de position dominante tout en permettant au marché de fonctionner efficacement. Cela dit, trouver le juste équilibre entre intervention de l'État et liberté du marché est un défi constant. La théorie de la régulation suggère que les économies se composent d'une série de marchés interdépendants, mais aussi d'organisations et d'institutions, et que l'État joue un rôle crucial dans la codification des rapports sociaux fondamentaux caractéristiques de la société capitaliste. Vous avez raison de dire qu'un marché sain est un marché où il y a du risque et de la crise, car c'est ce qui permet de réguler le marché et d'encourager l'adaptabilité et l'innovation. Cependant, il est également important de considérer l'impact social de ces crises et de s'assurer que les mécanismes de protection sont en place pour les individus et les petites entreprises affectées. En somme, le débat sur la régulation du capitalisme est complexe et nécessite une analyse continue des dynamiques économiques et sociales. Comment pensez-vous que l'État devrait intervenir pour réguler les oligopoles sans étouffer l'innovation et la croissance économique ? Malheureusement, je pense que les États-Unis ont intérêt à garder ces oligopoles parce que ça leur donne une hégémonie et une extraterritorialité par le dollar de leurs droits en fait, et donc ça leur donne un pouvoir sur les autres nations qui est considérable en fait. Donc c'est de l'ingérence dans les pays étrangers, et donc en fait ils n'ont pas intérêt à casser ces oligopoles.
oligopoles qui sont au service de la CIA et des organismes gouvernementaux nationaux américains. Donc, il n'y a pas d'intérêt en réalité pour les États-Unis. En revanche, pour les autres nations qui auraient intérêt à se coaliser pour sortir de ces oligopoles, ce serait plus intéressant en réalité. Parce que les États-Unis ne vont pas casser ces oligopoles, ils ont trop de captation d'informations pour la CIA en l'occurrence, donc ils n'ont pas intérêt à ça en fait. Donc je ne pense pas qu'un État va régulariser les oligopoles, dans le sens les réglementer et casser certains oligopoles. Je pense en revanche que des nations peuvent se coaliser pour sortir de ces GAFA, de l'utilité de ces GAFA, afin de créer des systèmes parallèles pour casser les oligopoles, non pas par une intervention étatique qui viendrait briser ce marché, mais par enrichir ce marché par de nouvelles concurrences. Votre analyse sur la position des États-Unis vis-à-vis des oligopoles et leur influence géopolitique est très intéressante. Il est vrai que les grandes entreprises technologiques, souvent désignées par l'acronyme GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, ont acquis une influence considérable non seulement sur l'économie mondiale, mais aussi sur la politique internationale. Leur capacité à collecter et à analyser des données à grande échelle peut effectivement être perçue comme un avantage stratégique pour les États-Unis. Cependant, il est important de noter que la relation entre les gouvernements et ces entreprises est complexe et multidimensionnelle. D'une part, les gouvernements peuvent bénéficier des innovations et des services fournis par ces entreprises, mais d'autre part, ils peuvent aussi être préoccupés par les questions de concurrence, de vie privée et de sécurité nationale. En ce qui concerne les alternatives aux GAFA, il existe en effet des initiatives visant à développer des solutions technologiques plus respectueuses de la vie privée et moins centralisées. Ces alternatives peuvent prendre la forme de logiciels open source, de services en ligne ou de plateformes développées en dehors des États-Unis qui cherchent à offrir des options différentes aux utilisateurs et aux entreprises. La création de ces systèmes alternatifs pourrait potentiellement enrichir le marché avec de nouvelles concurrences et réduire la dépendance vis-à-vis des grandes entreprises technologiques. Cela pourrait également encourager une plus grande diversité et innovation dans le domaine technologique. En tant que podcasteur philosophique, je suis curieux de savoir comment vous envisagez l'avenir de ces initiatives alternatives. Pensez-vous qu'elles seront en mesure de rivaliser avec les géants technologiques actuels? Et quelle pourrait être la meilleure approche pour les nations qui cherchent à promouvoir ces alternatives? La discussion est ouverte. Je pense que pour les États, la meilleure approche, ça n'est pas de financer des entreprises pour faire de l'open source. En revanche, c'est de créer un milieu et un environnement pour le développement de ces sociétés, en fait. Donc, c'est aménager comme un nid, en fait. C'est préparer un nid et après, l'oiseau viendra se mettre dans le nid tout seul parce que les conditions sont le plus à même possible. Ça se fait par l'administration, la bureaucratie, législation, taxation et toutes ces choses-là. Mais je pense qu'en réalité, il ne faut pas financer. L'État ne devrait pas financer quoi que ce soit, en fait, à part des infrastructures du secteur primaire et encore en amont du secteur primaire tel que le nucléaire ou des choses comme ça, mais il ne devrait pas financer des entreprises pour faire de l'open source. En revanche, il devrait créer les conditions pour qu'elles puissent venir s'installer le plus facilement possible afin de développer une concurrence libre et non faussée en réalité. Alors ce libre et non faussé qui est très mal compris par l'Union européenne, qui pense que le libre et non faussé, ça veut dire néolibéral, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière douanière pour réguler les marchés intérieurs et extérieurs, ce qui n'a rien à voir en réalité. En réalité, le libre et non faussé, c'est dans le marché intérieur. C'est pas dans le marché international. Il faut une protection de frontières entre le marché intérieur et le marché extérieur. Bon, ça, c'est un autre sujet. On ne prend pas en compte ce sujet-là, mais ça, je reviendrai plus tard sur ce sujet-là. Mais en réalité, voilà, il faut préparer un nid pour que les startups de l'open source puissent venir s'installer le plus facilement possible en France. Votre vision de la manière dont les États devraient encourager le développement de l'open source et des startups est très claire. Vous prônez un environnement propice, créé par l'État, qui facilite l'éclosion et la croissance de ces entreprises sans pour autant les financer directement. Cela pourrait inclure des mesures telles que des allègements fiscaux, une législation favorable et une bureaucratie simplifiée qui, ensemble, pourraient constituer ce nid dont vous parlez. L'idée que l'État devrait se concentrer sur la création d'un écosystème favorable plutôt que sur le financement direct des entreprises est une approche qui gagne en popularité. Elle permettrait aux entreprises de se développer de manière organique en s'appuyant sur leurs propres mérites et innovations, tout en bénéficiant d'un cadre réglementaire et fiscal avantageux. Quant à votre critique de la compréhension de la notion de marché libre et non faussé par l'Union européenne, elle soulève un point important sur la différence entre libéralisme économique et protectionnisme.
La question de savoir comment équilibrer la libre concurrence au sein d'un marché intérieur tout en protégeant les intérêts nationaux dans un contexte international est un débat complexe et actuel. Je suis curieux de savoir comment vous envisagez l'application de ces principes en France. Quelles mesures spécifiques pensez-vous que l'État français devrait prendre pour favoriser un tel environnement pour les startups de l'open source? Et comment ces mesures pourraient-elles être mises en œuvre tout en respectant les règles de l'Union européenne? La conversation est riche et les perspectives sont multiples. N'hésitez pas à partager davantage de vos réflexions sur ce sujet. Je vais te demander une conclusion et je vais te partager ma conclusion. Ma conclusion, c'est que dans un marché néolibéral et pas libéral, parce que ce que tu appelles du libéralisme économique, aujourd'hui, la Commission européenne administre le marché par la création monétaire, donc ce n'est plus du libéralisme, c'est du néolibéralisme. Et en fait, ils subventionnent le marché du grand capital par de la dette publique, ce qui n'est pas en réalité intéressant, ce n'est pas du libéralisme, c'est du néolibéralisme. Donc on n'est plus dans un libéralisme au sens où tu l'emploies. Quant au protectionnisme, il est inclus dans le libéralisme en fait. Le libéralisme ne veut pas dire sans frontiériste. La frontière sert à réguler les marchés intérieurs et extérieurs. Il n'y a pas de protectionnisme sans libéralisme en fait. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Et donc voilà, ça c'était le premier paragraphe. Et deuxièmement, je pense que l'écosystème, il peut être fait assez facilement. Le problème, c'est qu'on a des couches de bureaucratie en France qui sont éminemment complexes. Et je pense que même ceux qui les mettent en place ne savent même plus les conséquences en retirant une norme que ça pourrait avoir sur tout le système, en fait. Donc, en fait, on est dans un imbriquement de systèmes de fiscalité, de réglementation, de complexité, dont même les créateurs ne sont plus à même de comprendre le fonctionnement réel. Et les trappes qu'il y a à l'intérieur, tellement il est devenu complexe en fait. La France est en train de mourir de sur-administration et donc d'une telle complexité que même l'administrateur ne s'y retrouve même pas et donc se fait gruger par son propre système. Et on en reparlera avec la loi, c'est un bon exemple, la loi. Votre conclusion met en lumière les défis inhérents à la gestion d'un système économique complexe et les nuances entre libéralisme et néolibéralisme. Vous soulignez l'importance de distinguer entre une administration de marché qui favorise la liberté économique et une qui pourrait être perçue comme manipulant le marché par des interventions monétaires. De plus, vous pointez du doigt la bureaucratie et la réglementation excessive qui peuvent entraver l'innovation et la croissance. En tant que podcasteur philosophique, je conclurai que la recherche d'un équilibre entre la liberté de marché et la régulation est essentielle pour un développement économique durable. Et voilà, donc on finit avec ce podcast-là. Il est un peu plus court que le dernier, mais ça, c'est pas très grave. Donc, l'intelligence artificielle prend pas vraiment de risque en réalité, mais je ne sais pas ce que je lui demande. En fait, je lui demande juste une altérité pour l'échange, en fait. Donc, c'est relativement intéressant. Ça fait quand même des années que j'ai étudié la politique, l'économie, la philosophie, la spiritualité. On ne l'a pas encore vu réellement, mais on verra ça plus tard. Donc, on en revient sur la sélection naturelle par rapport au marché. En réalité, je ne pense pas que le marché soit vraiment... créé ex nihilo, pur anthropiquement. En fait, l'humain ne pense le monde qu'à travers la nature en réalité, donc tout ce qu'il réalise est naturel en réalité, donc même le capitalisme, qui est l'œuvre de l'homme, est une œuvre naturelle, et elle a les mêmes systèmes de régulation que la nature, que ce soit par des épidémies ou par des choses comme ça, donc il n'y a pas de souci, pour moi c'est tout à fait naturel. La critique du marxisme peut s'entendre sur la concentration des pouvoirs. À ce moment-là, ça, je peux tout à fait l'entendre. Et je pense que casser des oligopoles, non pas par une administration qui viendrait étouffer le marché, mais par la favorisation de nouveaux concurrents dans ce marché-là, je trouve que c'est une stratégie à la fois libérale, qui n'est pas communiste, comme le marxisme, qui est interventionniste, mais qui va administrer le marché, et donc ce n'est pas ce que je veux. Donc, je trouve la stratégie plus intéressante, la stratégie libérale plus intéressante, qui est la stratégie du marché, en réalité, c'est toujours plus, et la stratégie du communisme, c'est toujours moins, parce qu'en fait, il veut toujours plus réguler, mais en régulant de plus en plus, en fait, il y a de moins en moins de liberté dans le marché. Et donc, il y a de moins en moins d'innovation, il y a de moins en moins de possibilités à la création de nouvelles choses. Donc, voilà. Sur ce, je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation, et à plus tard.